Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis aussi freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet clé quand on voyage, la préparation. Et quand on est nomade, ça prend encore plus d'ampleur parce que forcément, cette question revient tout le temps. Donc, on va pas se mentir, ça peut très vite devenir une grosse charge mentale. Et d'ailleurs, comme j'en parlais dans l'épisode 3 du podcast Nomadness, pour moi, c'est le plus gros challenge du mode de vie nomade, cette charge mentale. Entre le fait de choisir une destination, optimiser l'itinéraire, prévoir les transports, calculer son budget, choisir la bonne période pour partir, trouver un logement, éventuellement en fonction de son mode de vie, un travail sur place ou un endroit pour bien travailler, un coworking, et cetera. Bref, c'est loin d'être toujours simple. Et comme je voulais traiter ce sujet à fond, j'ai fait appel à une experte du domaine. Et donc, j'accueille aujourd'hui Pauline, la fondatrice de Plan Explora. C'est une jeune entreprise dont le but est justement d'aider les voyageurs et les voyageuses à préparer leur voyage. Je ne vais pas vous spoiler parce que Pauline explique tout en détail dans notre échange, mais ce que je vais expliquer dès maintenant, c'est pourquoi j'ai eu envie de solliciter son expertise. C'est parce que non seulement le but de Plan Explora, c'est d'aider les voyageurs dans la planification de leur voyage, et donc forcément, en tant que nomade et fondatrice de ce podcast, ça me parle. Mais c'est aussi parce que chez Plan Explora, il y a vraiment la volonté de remettre l'humain, le local et le respect des cultures au centre du voyage. Donc, Plan Explora s'adresse à tous les voyageurs, pas en particulier aux nomades, mais leur objectif rejoint très largement celui qui est le mien avec Nomadness. Donc, pour toutes celles et ceux qui veulent des tips, des conseils pratiques pour préparer leur voyage et se poser les bonnes questions, eh ben, ce sera l'épisode parfait. En plus, il est truffé d'anecdotes qui ont été récoltées auprès des experts de Plan Explora, donc je vous assure que vous allez voyager très très loin aujourd'hui. Et puis si, comme moi, le poids de la charge mentale et de l'organisation des voyages vous pèse, si vous voulez gagner du temps, voyager mieux, de manière plus authentique et construire votre expérience sur mesure sans y passer vos nuits, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a un petit cadeau de Plan Explora qui est réservé aux auditeurs et aux auditrices du podcast. Allez, bonne écoute! Hello Pauline, bienvenue sur le podcast Nomadness. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de comment bien préparer un voyage. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais un peu te présenter toi et puis aussi présenter Plan Explora, qui est l'entreprise que tu as fondée? Ravie de te rejoindre aujourd'hui, Chloé. Je suis vraiment contente de partager la vision de Plan Explora, nos conseils pour bien préparer ses voyages et puis aussi, te raconter déjà, qui on est. Donc moi, c'est Pauline, je suis, bretonne, j'ai 37 ans et j'ai toujours étudié dans le voyage et j'ai toujours travaillé dans le voyage. J'ai fait pas mal de trucs et l'idée de Plan Explora m'est venue lorsque j'étais agent de voyage en Australie. Je travaillais dans une agence de voyage locale là-bas à Sydney et puis on avait, beaucoup de voyageurs qui nous contactaient pour avoir un devis sur mesure, puisqu'on organisait des voyages sur mesure. Donc, qui disait sur mesure disait création d'un itinéraire spécifique, partager tous nos conseils vraiment adaptés à chaque profil de voyageur, les rassurer, leur donner aussi envie d'y aller. Et je suis partie du constat qu'il y avait quand même pas mal de voyageurs qui, une fois qu'ils avaient tous ces conseils de la part d'une Française qui vivait sur place, qui avait tous les conseils et cetera, eh bien, une fois qu'ils avaient tout ça en main, ils organisaient leur voyage eux-mêmes. Et nous, donc, on ne validait pas le dossier. Et je suis vraiment partie de ce constat. Je me suis dit: «Mais ces gens-là cherchent juste un petit coup de pouce francophone, local, et vraiment quelqu'un qui connaît la destination par cœur pour se rassurer». Mais en réalité, ils ont vraiment envie d'organiser leur voyage tout seuls. Donc c'est pour ça que j'ai imaginé Plan Explora. L'idée, c'est de les mettre en relation avec des experts locaux de leur destination. Donc ces experts, ils sont tous francophones et c'est tous des pros du tourisme.
Donc ça peut être des agents de voyage locaux comme je l'étais, ça peut être des guides, des auteurs de guides de voyage, on a des travel planners également dans l'équipe et cetera et cetera. Tous des pros, donc des personnes qui sont en capacité de répondre à tous les profils de voyageurs et qui ont une expertise vraiment très pointue sur la destination qu'ils représentent. Et le temps d'une visio de 40 minutes, les voyageurs vont pouvoir poser toutes leurs questions et bénéficier de tous les conseils personnalisés de la part de leur expert pour leur voyage à eux, vraiment ce qu'ils recherchent eux. On a un petit peu plus de 110 experts dans l'équipe. On en a en France parce que c'est aussi très intéressant d'avoir plein de conseils sur comment visiter la France. Et puis on a également, des experts à travers le monde, ça va jusqu'au Vanuatu donc tu vois ça va assez loin. Actuellement donc cette offre, c'est donc 40 minutes et puis on est en train d'enrichir l'offre. Bientôt il y aura plusieurs, durées de visio avec, des services complémentaires pour, planifier et préparer au mieux son voyage. Voilà, donc le but pour nous, c'est vraiment de faire gagner du temps aux voyageurs grâce à des conseils personnalisés, des choses qu'ils auraient mis des heures et des heures à chercher sur internet et ils seraient peut-être même passés à côté des infos ou alors ils n'auraient pas été sûrs que c'était vraiment bien pour eux. On les rassure dans leur choix. Ça leur permet aussi d'économiser de l'argent parce qu'en faisant les bons choix, on économise souvent aussi beaucoup d'argent. Ça leur permet de découvrir des petites pépites, voilà, qu'ils n'auraient pas trouvées ailleurs parce que, seuls les locaux, connaissent vraiment, la destination et puis une fois que c'est sur internet et ben c'est plus vraiment une petite pépite, quoi. Tout le monde est au courant. Eh ben, écoute, merci pour cette présentation très complète. Donc évidemment, j'ai fait appel à toi, parce que, qui de mieux que toi qui à la fois est à la casquette agent de voyage, que j'ai été et en même temps Plan Explora, avec maintenant un réseau de 110 experts comme tu disais. Pour parler de la préparation de voyage, il y avait pas mieux et tu vas parler aujourd'hui, pas forcément seulement en ton nom, mais aussi en le nom de l'ensemble des experts de Plan Explora. Donc comme vous ne pouvez pas recevoir les 110 experts sur le podcast, Pauline a fait un gros travail de préparation donc pour réunir leurs témoignages et leurs retours par rapport aux réponses à toutes les questions qu'on avait préparées. C'est toute cette information-là que tu vas essayer de nous délivrer, le mieux possible aujourd'hui. Exactement. Donc peut-être pour commencer, sur le choix de la destination. Comment est-ce qu'on choisit la ville ou les villes qu'on va visiter dans le pays qu'on a choisi? Selon les retours de nos experts, j'ai noté plusieurs points essentiels à prendre en compte quand on choisit la ville, les régions, et cetera, de la destination. Déjà, c'est d'adapter son itinéraire à la saison parce que le climat peut jouer un rôle vraiment clé dans l'expérience qu'on peut avoir sur place, surtout dans des pays qui sont, parfois très, très vastes et où les saisons peuvent changer à un même moment de l'année. Ça peut être l'été quelque part et l'hiver de l'autre côté. Ou, la saison des pluies et ou la saison sèche et cetera. Ça, c'est l'exemple de l'Argentine où on a notre expert Rémi qui est sur place et puis l'Australie, donc moi je la connais à titre personnel ayant été agent de voyage sur place. Moi, je suis pas agent, hein, Planet Explora, expert Planet Explora. C'est Claire qui a partagé ses conseils ici, mais je la rejoins complètement. L'Argentine et l'Australie, c'est vraiment des pays immenses avec des climats, très contrastés. À une même période, on peut avoir en Australie, par exemple, quand c'est l'hiver dans le sud, bah, c'est la bonne saison pour aller dans le nord, pour aller sur la Grande Barrière de Corail, par exemple et dans le Kakadu, parce que c'est la saison sèche. Alors que l'été, c'est beaucoup plus humide et du coup, il peut beaucoup pleuvoir là-haut et c'est vraiment très déconseillé d'aller dans toute la partie nord du pays. Et puis sinon, on a Patricia, experte, en Suisse, qui nous dit que malgré le fait que le pays soit très petit, les saisons sont très marquées de Zurich à Locarno. C'est un peu comme de Lille à Marseille. Donc voilà, selon, la taille du pays, mais même des pays plus petits, bah, la météo peut vrai être très changeante d'un endroit à l'autre, donc c'est très important de prendre ça en compte. Sinon, on avait noté donc que les experts conseillaient de se concentrer sur une zone, une région, cohérente. Par exemple, pour profiter pleinement, hein, de son séjour, Catherine, qui est, pleine experte de la Turquie, recommande vraiment de se concentrer sur une petite région, comme la Cappadoce ou la côte égéenne, pour vraiment se dire: «Bah, je vais pas tout voir, mais au moins je vais vivre la destination pleinement», en tout cas toute une région et vraiment, profiter du moment sans visiter le pays au pas de course. Voilà et puis pour bien choisir sa destination toujours, suivre ses envies, son profil et puis la logistique parce que, ça a un gros impact également sur la planification du séjour. On a tous des besoins différents et cetera et puis l'accessibilité du lieu peut être aussi très variable. Pour tout ce qui est très pratique, donc on a Alicia qui est pleine experte de la Réunion et des Mascareignes plus en général. Vous savez les Mascareignes, c'est, donc un groupement de plusieurs îles. Il y a la Réunion, l'île Maurice et Rodrigue. Pour la Réunion, par exemple, elle nous recommande de commencer par la Réunion pour quelqu'un qui souhaite, aller, dans les Mascareignes parce que c'est facile à explorer. L'île est très bien équipée
et puis elle est très rassurante pour la langue, mais aussi pour, l'accès au système de santé puisqu'on peut utiliser notre carte vitale donc pour y aller, sereinement, c'est vraiment la destination parfaite et puis concernant l'Italie, on a 2 experts qui nous ont partagé leur feedback. On a Nadine et Jérémy qui sont tous les 2 des pleins experts de l'Italie, qui soulignent le fait qu'il faut vraiment faire attention à certaines villes, donc qui sont, parfois très touristiques et puis aussi, très étouffantes en été, en termes de chaleur et ils rappellent aussi l'importance de bien vérifier les modes de transport et l'accessibilité, puisque les lignes de train ne permettent pas d'accéder à toutes les villes et se déplacer en voiture peut aussi être compliqué parfois. Donc il faut calculer tout ça et faire un petit, mix, de réflexion sur tous ces paramètres, pour bien choisir sa destination. Donc il y a vraiment pas de règle unique, hein. Je suis navrée Chloé, il faut s'adapter à tous ces paramètres. Totalement. De toute façon, je m'attendais pas à ce que tu me donnes le saint graal de la règle, pour choisir sa destination, mais je retiens quand même 3 lignes directrices de ce que tu as souligné ici. Déjà, de faire attention aux saisons, au climat. Ensuite, de se concentrer sur une zone géographique en fonction du temps, bien sûr, qui est imparti et de pas vouloir tout faire. Ça, je pense que c'est en effet très important et ensuite de vraiment prioriser par rapport à ses envies et son profil pour, adapter son voyage. Une fois qu'on a choisi un petit peu vers où on veut aller, si on veut construire un itinéraire, c'est-à-dire que si, par exemple, on veut enchaîner plusieurs, villes, comment on s'y prend? À nouveau, il y a plusieurs, points à prendre en compte. On revient un petit peu sur ce que nous disait, Catherine, pleine experte de la Turquie. Il faut construire son itinéraire de manière réaliste et fluide et puis se concentrer sur des sites accessibles et cetera. L'erreur classique, c'est vraiment de vouloir tout voir et finalement, en essayant de tout voir, ben, on passe à côté de plein de choses. Mieux vaut limiter les étapes et passer au moins 2 nuits au même endroit pour vraiment, profiter du moment, avoir le temps de découvrir le lieu et puis avoir un bon équilibre entre les transports, l'exploration et un peu de repos quand même, c'est nécessaire quand on part en voyage. Au Japon, par exemple, Anaïs, pleine experte de la destination, recommande vraiment de réfléchir en fonction de l'aéroport d'arrivée et de départ et de prévoir voilà, ces étapes au fil de l'eau, en prenant bien en compte ces points de chute et de rayonner autour des villes. Par exemple, autour de Kyoto et de Tokyo, il y a plein de choses à voir et à faire en prenant son temps et en limitant les déplacements. Donc ça, c'est hyper important. Et pour la Suisse, Patricia nous dit aussi que pour un premier séjour, bah, elle recommande, elle, de se concentrer à nouveau, hein, comme on revient vraiment sur la même idée, de se concentrer sur un seul canton comme le Valais, par exemple, qui permet de voir l'essentiel du pays en un petit condensier, sans trop se déplacer et sans, quadriller tout le pays, puisqu'on peut avoir un joli combo de montagnes, de lacs, de villages et cetera et sans trop passer de temps dans les transports. Alors après, un deuxième point, c'est d'adapter l'itinéraire à la durée, aux distances et à la logistique. Plus le pays va être vaste et plus il va être important de faire des choix stratégiques selon le temps dont on dispose, selon les transports disponibles et puis bah, les distances qui séparent de villes, sachant que les distances qu'on a chez nous ne sont pas forcément, en termes de durée, les mêmes qu'on peut retrouver ailleurs. Des pays vastes, on a l'Australie, donc avec Claire, et puis le Brésil avec Kevan, qui nous disent qu'il est indispensable de se fixer à 2 ou 3 grandes étapes selon la saison à nouveau et les connexions intérieures, puisque les distances sont vraiment trompeuses et moi-même, à titre personnel, je me souviens qu'en tant qu'agent de voyage en Australie, il y a pas toujours les connexions tous les jours. Donc un itinéraire qui est valable à une date précise ne l'est plus si on décale à 2 ou 3 jours de différence. Donc ça chamboule tout le programme. Pour les Antilles, Alexandra, elle rappelle qu'il faut aussi tenir compte des événements locaux, des jours fériés et cetera, puisque ça peut vraiment impacter les temps de trajet, la fréquentation de certains lieux. Et puis le dernier point qu'on avait envie de souligner, c'était qu'à nouveau, il faut personnaliser selon ses envies et les contraintes qu'on a personnellement. Le bon itinéraire, c'est aussi celui qui colle aux priorités de chacun. Que ce soit en rythme de voyage, on a tous, des besoins différents. Il y en a qui ont envie de lever le pied, il y en a d'autres qui ont besoin de se dépenser. Nos centres d'intérêt et notre budget, puisque plus on va en faire et bah, plus ça va risque de nous coûter cher également. Par exemple, en Jordanie, on a Axel, qui est donc pleine experte de la destination, qui recommande vraiment, elle, une immersion dans le désert pour certains, parce que ça va être une expérience inouïe, de dormir sous les étoiles et puis pour d'autres, elle recommande plutôt des itinéraires qui incluent, de la culture et puis, un programme beaucoup plus dense pour ceux qui ont envie de, bah, peut-être de faire plus de choses et de passer moins de temps dans le désert parce que ça demande du temps d'y aller et c'est une belle manière de décompresser mais voilà, il faut que ça rentre dans le programme et que ça colle à nos envies. Et au Kirghizistan, notre pleine experte, Nazira, elle souligne un aspect essentiel qu'il faut construire l'itinéraire aussi en pensant à l'altitude.
parce que là-bas donc c'est très montagneux et il faut, pour permettre une bonne acclimatation et ben, il faut aussi choisir son itinéraire et son programme de voyage au fil des montées en altitude pour que le corps s'habitue. Donc il y a plein de petites choses comme ça, auxquelles on ne pense pas forcément et qui s'adaptent à d'autres destinations et auxquelles il faut penser pour vraiment passer le meilleur séjour possible. Donc c'est vraiment subtil, hein, comme, approche. Il va falloir à nouveau, faire un mélange entre envie, réalisme et flexibilité aussi. Ne pas tout voir, être OK sur le fait de ne pas tout voir cette fois-ci, peut-être une prochaine fois si on veut poursuivre la découverte et puis, vivre pleinement ce qu'on a sous les yeux et profiter de l'instant présent. Ouais, je te rejoins complètement sur le point logistique. En plus, quand on est nomade, en l'occurrence, il faut vraiment adapter parce que si on travaille en parallèle et ben, forcément, même, tu parlais de 2 nuits minimum par endroit, ben, là, il va falloir allonger encore, le temps et puis tout ce qui est logistique, ça peut être aussi, par rapport aux jours qu'on doit poser de vacances, les jours fériés où les billets de train sont beaucoup plus chers, par exemple, et justement, une question qui pourrait notamment être utile pour les nomades, quand on veut rester vraiment longtemps dans une ville, comment est-ce qu'on choisit où se loger dans la ville, c'est-à-dire le bon quartier? Quelles sont les questions qu'il faut vraiment se poser pour identifier, nos besoins? Alors tout dépend en fait de nos envies. À nouveau, animation calme, ambiance locale ou proximité touristique avec les sites touristiques ou alors une immersion vraiment au plus proche des gens ou, privilégier un confort et notamment sonore. Il faut jongler avec tout ça. Par exemple, en Indonésie, Dominique distingue 2 approches. Il y a si on veut s'immerger au plus proche des locaux et ben, mieux vaut choisir un quartier plus touristique. Mais si on veut se sentir rassuré, surtout en solo, parfois on a envie d'avoir du monde autour et des notamment d'autres étrangers, des voyageurs comme nous, eh bien, c'est des zones touristiques qui seront plus prisées par les voyageurs, notamment à Bali. En Italie, Jérémy, lui, nous conseille d'éviter les zones trop touristiques, en revanche, pour privilégier vraiment les quartiers où il y aura une vraie vie locale. Lui, ce qu'il adore, c'est, voir les gens qui ouvrent les volets le matin quand il sort de son hébergement et voir la vraie vie, dans les petites ruelles, un petit peu derrière et si, son petit conseil, c'est s'il y a un petit bar de quartier où tout le monde se connaît, c'est que c'est plutôt bon signe. On est vraiment dans un quartier local pour une immersion, au top. J'ai un autre exemple aussi, c'est Van, notre expert, au Vietnam, qui dit que, la vie au Vietnam est de nature assez bruyante et si on veut vraiment vivre le Vietnam et ben c'est de s'accommoder de ce bruit constant où les gens vont parler fort et cetera. Il y a des touristes, des voyageurs qui sont parfois dérangés, donc il faut vraiment prendre en compte, le niveau de tolérance au bruit, notamment quand on va au Vietnam du coup, pour choisir son hébergement. Est-ce qu'on est prêt à vivre, la destination, tambour battant, comme les locaux et cetera? Mais à ce moment-là, il va falloir être assez flexible en termes de nuisances sonores et de décibels. Ou est-ce qu'au contraire, est-ce que notre calme, le silence est essentiel pour nous? Et auquel cas, il va falloir être en capacité et accepter de s'éloigner du cœur des villes pour aller un petit peu plus en périphérie où il y aura, moins de monde et du coup moins de bruit. Voilà, donc c'est tout un choix à faire aussi sur un travail sur soi pour voir, ce que nous on attend. Qu'est-ce qui va faire que nous, on va être, heureux pendant ce voyage? Il y a aussi toute la question de la sécurité, du transport et des distances parce que ça va vraiment jouer aussi sur, sur notre expérience sur place. Des quartiers un peu en extérieur, mais du coup peut-être plus éloignés, des restaurants et cetera et pas forcément accessibles en transport, ça peut être compliqué. Au Brésil, on a nos 2 experts, donc on a Kevan et Thomas, qui rappellent qu'il vaut mieux privilégier les quartiers animés et bien notés autour des grands hôtels. En fait, il faut identifier les grands hôtels, même si on ne veut pas aller dans ces grands hôtels et trouver des hébergements autour de ces hôtels pour, se déplacer en sécurité et puis, on peut utiliser aussi des applications comme Uber ou 99 qui sont très utilisées. Mais en tout cas, il y a la question de la sécurité dans une destination comme celle-ci qui sont extrêmement importantes et il faut, vraiment, être vigilant à ce sujet. Et puis au Japon, Anaïs, elle nous recommande de regarder, les transports vraiment à proximité pour profiter pleinement de la destination et Aurore, notre autre experte du Japon, elle, ce qu'elle adore, c'est un équilibre entre qualité, prix et fun pour vraiment vivre une bonne expérience. Voilà, de trouver le juste, niveau entre toutes ces 3 critères pour passer le meilleur séjour possible. Voilà et puis parfois être trop près des lieux touristiques, ça peut vraiment nuire à l'authenticité. Parfois, c'est l'inverse. En Turquie, donc Catherine nous dit de ne pas rester dans les quartiers les plus visités uniquement, puisqu'on risque de passer vraiment à côté de la vraie vie, de la vraie atmosphère, locale.
Et puis avec de bons transports, on peut vraiment s'éloigner un petit peu et mieux ressentir la ville, parce que il y a des endroits vraiment très accessibles, facilement. Et puis en Jordanie, Axel suggère à l'inverse, vous voyez, de rester en proximité du centre pour éviter les bouchons, pour accéder justement aux sites, touristiques, qui seraient plus, centraux et puis pour pouvoir visiter à pied. Donc pour elle, être au plein cœur de la ville, c'est la bonne manière de s'immerger dans, le quotidien local puisqu'on ne prend pas les transports et on ne gâche pas de temps dans les transports. Donc vraiment, ça va dépendre de la destination et de l'ambiance qu'on attend de ce voyage et de nos critères personnels aussi pour, notre bien-être de voyageur. Eh ben, écoute, c'est une super, checklist que tu nous as fait là, de tous les critères qu'il y a à prendre en compte. Donc si je résume, évidemment, d'identifier les priorités. Donc, est-ce qu'on veut, pouvoir sortir, dans des bars et dans des restos et pouvoir y aller à pied? Est-ce qu'on préfère être tout près des lieux touristiques? Est-ce qu'on préfère que ce soit animé ou calme? Avoir une ambiance plus locale? Ensuite, la sécurité, très important, les transports et puis, l'ambiance le soir aussi et puis voilà. C'est déjà pas mal. Ah oui et la question du bruit aussi. Tu as parlé de la question du bruit que je trouvais intéressante. Oui, essentiel. Je n'ai pas forcément conscience parce que je peux dormir, avec un tremblement de terre, ça ne me dérangera jamais, mais pour certains, certaines, ça peut être, intéressant, donc c'est très bien de le préciser. OK, donc sur tout ce qui est choix de la destination, de l'itinéraire et du logement, je pense qu'on a bien fait le tour. Mmh. Donc je te propose maintenant qu'on parle du budget, qui est une grosse question quand même quand on voyage, surtout quand on reste vraiment longtemps dans les destinations, comme les nomades peuvent être amenés à le faire. Mmh. Donc comment est-ce qu'on fait pour estimer le coût de la vie sur place? Est-ce qu'il y a des sites ou des outils qui peuvent, aider à s'y retrouver un peu? Alors oui, pour le coût de la vie, déjà, vous pouvez tous aller sur les groupes Facebook et cetera. Vous avez souvent des groupes Facebook de Français ou francophones qui vivent à destination et qui peuvent partager souvent leurs conseils sur des tarifs et cetera. Ce qu'on vous recommande, nous, c'est d'aller sur les grandes plateformes de réservation comme booking.com pour aller faire une première recherche, pour estimer un petit peu les budgets des hébergements, pour voir par rapport aussi selon la qualité qu'on souhaite. Mais nous, on recommande vraiment, une fois qu'on a repéré un hébergement sur Booking, on recommande vraiment d'aller réserver auprès de l'hôtelier en direct parce que depuis 2024, c'est assez récent, hein, ça date de novembre 2024. En fait, les hôteliers sont libres de proposer de meilleurs tarifs sur leurs propres canaux que sur booking.com. Alors qu'avant, Booking imposait aux hôteliers d'afficher des tarifs égaux ou au-dessus de ce qui était proposé sur Booking. Donc maintenant, on peut vraiment avoir des tarifs plus intéressants en passant en direct vers l'hôtelier et puis on aide aussi l'économie locale, on aide, l'hôtelier, on voilà, c'est un canal qu'on recommande. Donc ça permet vraiment d'identifier les budgets à allouer à l'hébergement. Il y a aussi des applications locales, comme au Japon, on a Navitime qui permet d'estimer le coût et les horaires des billets de train, par exemple, donc très intéressant. Et puis, il y a aussi des destinations où, les entreprises n'ont pas forcément de site internet ou de Google My Business. Difficile de trouver les tarifs, comme au Kirghizistan et au Brésil, je crois, de mémoire. En fait, les restaurants, les hôtels et cetera, ils ont tous beaucoup plus Instagram et vous allez trouver facilement leurs tarifs et puis leurs menus et cetera sur leur page Instagram et ça permet aussi de voir le coût d'un repas, par exemple. Et puis attention aux fortes variations de tarifs. Dans certaines destinations, les tarifs peuvent évoluer rapidement d'une région à l'autre ou en fonction des saisons. Par exemple, en Argentine, très intéressant, donc Rémi nous explique que, les prix et la valeur de la monnaie changent presque tous les mois. En réalité, les forums de voyageurs, les blogs, les guides papier et cetera n'ont aucune utilité, puisque la situation évolue tellement vite sur place qu'une information qui était valide le mois dernier ne l'est plus aujourd'hui même. Et puis aussi, il mentionne quelque chose d'autre de très important, c'est qu'il y a plusieurs taux de change au sein même du pays. Ce qui peut être assez déconcertant pour nous, Européens, qui avons l'euro à travers tous nos pays de l'Union européenne. Là. En Turquie aussi, extrêmement intéressant, Catherine nous a dit qu'il y avait une très forte inflation ces 2 dernières années, notamment sur les musées et les sites touristiques qui sont extrêmement chers. Alors qu'on avait une idée de la destination de plutôt accessible, à pas très, très cher, et bien, en fait, les voyageurs peuvent être extrêmement surpris parce quand ils arrivent sur place, ils découvrent des tarifs assez exorbitants et parfois même plus chers qu'en France par rapport aux musées notamment, je crois. Donc il faut vraiment bien se renseigner sur la destination et s'assurer qu'on ait, des informations assez récentes sur la destination parce qu'un guide papier qui traînait, chez, la cousine, et qui date d'il y a 3 4 ans, n'est peut-être plus à jour, concernant notamment ces questions tarifaires. J'ai échangé avec Van, notre expert du Vietnam. L'impact majeur
sur le tarif d'un voyage au Vietnam, c'est la disponibilité et le coût des guides locaux. Il y a des saisons. En fait, les guides, il y en a pas enfin, mais il y a un nombre de guides, mais il y a des saisons où ils sont beaucoup plus demandés et ils sont donc beaucoup moins disponibles et leurs tarifs grimpent, mais ça pèse vraiment énormément dans le budget d'un voyage. Donc en voyageant un petit peu avant cette saison, un petit peu après ou un autre moment de l'année en tout cas, on peut vraiment faire baisser le prix du voyage de manière assez considérable. Et puis, en Italie, on peut donner un autre exemple. Nadine nous dit que, les grandes villes comme Florence, Bologne ou Milan pratiquent vraiment des tarifs bien plus élevés que dans le reste du pays. Et puis, Jérémy nous a dit aussi que le nord, globalement, est plus cher que le sud. Ça va impacter, vraiment le budget du voyage selon où on décide de voyager, voilà, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. C'est vraiment, très changeant. Et puis, certains experts nous ont dit: «Attention, méfiez-vous des idées reçues sur nos pays». En Suisse, Patricia, casse un petit peu le cliché du pays hors de prix en disant qu'il existe vraiment une Suisse beaucoup plus accessible, celle qu'elle appelle des locaux, qui permet vraiment d'avoir des séjours, agréables, très sympas, sans forcément casser la tirelire. Parce que si on vit comme les Suisses eux-mêmes et finalement on peut aussi trouver des petits bons plans, des choses pas chères à faire. À l'inverse, on a Axel en Jordanie qui nous dit que c'est pas anodin si on appelle la Jordanie la Suisse du Moyen-Orient, parce que la vie est vraiment, chère et que le coût des activités, des transports privés ou des guides peut vite faire grimper l'addition. Et puis aux Philippines aussi, on a, notre experte Julie qui vit là-bas, et qui, nous dit que les Philippines sont l'un des pays les plus chers d'Asie du Sud-Est. Donc, même des destinations qu'on imagine peut-être plus accessibles, finalement, il faut quand même, se renseigner pour, vraiment comprendre, le budget. Faire très attention à ces petits critères. D'une destination à l'autre, ça change. Des fois, ça peut être l'hébergement qui va être très cher, je sais pas moi, en Australie pendant, les vacances de janvier et février, par exemple, parce que c'est les grandes vacances pour eux. Il y a le nouvel an et du coup, tout le monde entier va voir le nouvel an à Sydney, par exemple, et cetera. Les prix sont extrêmement chers. Mais il y a aussi cette question des guides dans certaines autres destinations. C'est très variable et c'est très important de prendre ça en compte. Et j'ai appris plein de trucs, je savais pas, l'Argentine qui avait à la fois une variation énorme de taux, plus, différents taux à l'intérieur du pays. Je savais pas non plus que la Suisse pouvait être abordable. C'est hyper intéressant. On a vraiment pas mal d'éléments, sur la question du budget et tu as parlé un peu, mais j'aimerais approfondir si tu veux bien, des variations en fonction de la saisonnalité et des événements, locaux. Est-ce que tu pourrais, développer un peu sur ce point-là peut-être? J'ai quelques exemples, par exemple, les périodes à éviter et vraiment, on a donc, tout ce qui va être météo capricieuse, avec, des saisons, de mousson, saisons humides à prendre vraiment en compte. On a les foules, il y a des périodes de l'année où il y a vraiment beaucoup de monde dans certaines destinations et c'est dommage, ça peut gâcher, l'expérience touristique. Il y a les tarifs donc qu'on vient de citer qui peuvent grimper à certaines périodes et cetera. Par exemple, au Japon, donc Aurore nous recommande d'éviter les grandes périodes de congés nationaux que sont la Golden Week, Aubonne et le Nouvel An. Les transports sont saturés, il y a vraiment des prix en hausse, des sites sont pris d'assaut, et cetera. Donc mieux vaut contourner ces périodes absolument. Elle conseille plutôt d'aller, au mois de novembre. La météo est encore, super. Les températures sont douces, il y a peu de gens et on profite des belles couleurs d'automne. Donc, il y a vraiment des petites saisons comme ça où il y a moins de monde et c'est en fait tellement mieux. Voilà. En Australie, donc Claire, elle nous dit qu'il faut vraiment, comme je vous le disais, il faut, éviter les grandes vacances d'été, c'est-à-dire de mi-décembre à fin janvier, en Australie et les longs week-ends de Pâques, puisque le week-end de Pâques est long en Australie et beaucoup de gens en profitent pour voyager. Tout le monde est en congé, les prix explosent et cetera, donc mieux vaut éviter ça et pour revenir sur la saisonnalité, à nouveau, hein, grande barrière de corail et tout ce qui va être top end et cetera, le nord du pays, à éviter par exemple, pendant l'été. Parce que sinon ça va être hyper humide et on ne pourra rien faire. Il y a même beaucoup d'inondations et cetera. Aux Antilles, Alexandra, elle nous déconseille la saison humide aussi, de juillet à octobre parce que la chaleur est extrêmement intense, les pluies fréquentes et puis on a des risques de tempêtes tropicales. Sachant que voilà, avec les changements climatiques, maintenant on est, beaucoup moins sûr du climat qu'on va trouver sur place. Mais bon, on peut avoir, quand même une petite tendance et anticiper un petit peu les saisons. Et donc les saisons idéales à viser, là où il y aura moins de monde, le climat sera agréable, les tarifs seront beaucoup plus, doux. Il y a vraiment des périodes qu'il faut privilégier. En Jordanie, donc Axel, recommande le mois de mars parce que, je crois que la haute saison commence surtout en avril et du coup le mois de mars, c'est beaucoup mieux, il y a moins de monde.
Le pays sort de l'hiver et puis, en fait, ce qu'il y a de très chouette, c'est que la nature fleurit. Donc on peut profiter de la Jordanie avec, des parterres de fleurs, voilà, ça peut être très, très chouette et puis les sites ne sont pas encore pris d'assaut. Donc on peut vraiment, profiter, notamment de Petra, quasiment tout seul ou en tout cas avec beaucoup moins de monde, donc ça peut vraiment changer d'expérience. Dans les Mascareignes, donc comme je vous le disais, là où on a Alicia pour la Réunion. Elle recommande de viser, juin ou septembre parce qu'on a la douceur de l'hiver austral, on peut randonner au sec, les baleines sont de retour et cetera, donc c'est vraiment la période idéale. Aux Philippines, Julie, valorise l'été français, donc là, ça va commencer, qui est souvent boudé en réalité des voyageurs, mais pourtant c'est moins cher, c'est moins touristique et on a quand même une météo correcte. Des fois, on peut peut-être viser une météo moins optimale, mais si le reste de l'expérience sur place est, beaucoup mieux, finalement, avoir quelques petites, peut-être quelques petites gouttes ou un petit peu moins chaud et cetera, c'est peut-être pas si mal que ça. Et puis aussi, comme vous le savez, on a des plans experts aussi en France et on peut citer les Charentes. Laurette, notre pleine experte des Charentes, donc Charente-Maritime et de la Charente, déconseille l'été sur le littoral puisqu'il est, comme on le sait tous, il est saturé et elle recommande plutôt l'hiver parce que ça peut être l'occasion de découvrir des distilleries de cognac en toute tranquillité et de faire des choses aussi à l'abri et d'avoir une super expérience. Voilà. Et enfin, il y a tout ce qui concerne les événements. La bonne période, c'est aussi tomber au bon moment pour vivre des expériences locales mémorables. Comme au Royaume-Uni, donc notre plein expert, Damien, conseille l'automne pour profiter notamment d'Halloween. Parce que c'est vraiment une ambiance unique. S'il y a bien un endroit au monde où vivre Halloween, c'est l'Angleterre ou l'Écosse. Puis vraiment dans les grandes villes anglaises, il nous dit que c'est vraiment une expérience, incroyable. En Italie, donc Jérémy nous invite à aller dans les fêtes locales qui sont appelées les sagrées. On peut regarder ça, donc il n'y a pas toujours beaucoup de communication sur ces sagrées, mais on peut avoir la chance, au détour de notre itinéraire, de tomber dans ces fêtes locales qui sont souvent concentrées sur la gastronomie et souvent sur un ingrédient en particulier. On peut avoir la sagra du cèpe, par exemple, ou la sagra des châtaignes et cetera. Et puis on a aussi beaucoup de musique, donc ça permet vraiment une immersion authentique et puis vraiment, tous les Italiens vont dans ces sagrées, c'est à titre personnel, j'en ai fait et c'est vraiment génial. Et puis à Marrakech, il y a une autre, période qu'on sous-estime et qui peut être très, très chouette, c'est le ramadan. Ça peut être une super période pour visiter la destination puisque les tarifs sont moins chers, il y a moins de monde et c'est l'occasion de déguster des mets qu'on ne fait que pendant le ramadan et c'est des choses, qu'on peut, vivre aux côtés des locaux parce qu'il y a certaines, personnes qui ouvrent leurs portes. On peut aller dîner avec une famille et puis découvrir justement ces plats traditionnels qui ne se mangent qu'à cette période. Donc des fois, voyager à des moments auxquels on ne pense pas ou on pense moins et ben ça peut vraiment avoir un vrai atout dans l'expérience de voyage. Totalement d'accord pour, le fait de voyager hors saison, comme tu disais, des événements qui sont pas forcément les plus connus et qui pourtant sont très, très authentiques. Tu parlais des sagras, donc je connais pas, en Italie, mais la semaine dernière, je suis en Espagne en ce moment, j'étais à la fête du thon, tu vois? L'autre fois, je suis arrivée pour visiter un petit village et c'était à la fête de la tranche de porc, en fait, enfin, genre du bacon, quoi, ils ont voilà. Donc c'est vrai qu'il y a rien de plus authentique que ça, donc je te rejoins complètement, sur ça. Après pour, tout ce qui est météo aussi, et hausse des prix, c'est des très bons points à retenir. Donc, à noter dans notre petite liste de préparation de voyage. Et puis, éventuellement, j'imagine que les experts, ils ont peut-être des petits tips à partager pour, voyager moins cher et sans forcément, vivre un voyage qui soit moins beau ou moins agréable. Est-ce que tu as des exemples peut-être, à partager? Ouais, complètement. On peut déjà citer les passes. Par exemple, au Japon, on les expertes du Japon, Aurore en particulier, recommande d'éviter le JR Pass national qui est devenu, peu rentable et elle recommande plutôt d'opter pour les passes régionaux ou une carte Suica pour faciliter les déplacements et puis, faire des économies. Donc il y a tous ces passes à privilégier. C'est quelque chose aussi qui existe en Jordanie. Axel recommande de prendre le Jordan Pass qui regroupe donc le visa et les entrées sur les principaux sites. Pour elle, c'est un vrai gain de temps et puis aussi un vrai gain d'argent. Donc il faut se renseigner sur les passes qui sont disponibles dans chaque destination, puisqu'on peut vraiment faire des économies et puis se faciliter la vie grâce à ça. Après, il y a d'autres solutions pour, maîtriser son budget sans sacrifier l'expérience. Donc, on a quelques astuces comme ça que je peux vous partager. Jérémy, pour l'Italie, donc lui, recommande de miser sur les trains Italo qui sont souvent moins chers
et de dormir dans des agriturismi, donc des agritourismes qui sont souvent plus abordables et plus chaleureux que les hôtels classiques. Et puis, on peut vraiment vivre une expérience locale, puisque généralement, l'agritourisme, c'est un agriculteur qui produit ses propres produits qu'on peut aussi déguster à table. Donc, c'est très, très chouette en termes d'expérience. Vous l'avez compris, je suis une grande fan d'Italie. Et au Japon, donc Anaïs, elle suggère de chiner dans les brocantes pour amener des souvenirs typiques. La vaisselle, les kimonos, et cetera. On peut vraiment avoir des choses à petit prix et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Mais on peut vraiment avoir des choses très authentiques en payant peu cher en allant dans ces brocantes. Voilà. Certains jours du mois, comme en Italie, je crois que c'est le premier dimanche du mois, les musées nationaux sont gratuits. Ça existe dans plein de pays et ça, il faut en profiter parce que et ça peut impacter, ce serait dommage de ne pas être dans la ville du musée, le jour où on voudrait, bénéficier d'un accès gratuit, au musée. C'est dommage d'arriver le lendemain alors que le jour d'avant, c'était gratuit. Donc voilà, ça c'est aussi à prendre en compte dans son itinéraire pour, optimiser son budget. Et puis, dans plein de destinations et comme à Londres, comme nous le disait Damien, mieux vaut s'éloigner de quelques rues pour aller manger dans des petits restos un petit peu plus loin des foules, un peu plus loin des lieux touristiques, mais finalement bien meilleurs, beaucoup moins chers et puis où on va vivre une super expérience. On peut aussi manger dans les marchés locaux, par exemple, pour, déguster des produits locaux et faire des économies également. Donc, il y a plein de solutions pour optimiser son budget sans aller forcément toujours au restaurant aussi. Et puis, bah, l'autre solution, c'est de partir hors saison et d'anticiper. Dans les Pouilles, Thalie, elle, notre experte, vraiment des Pouilles, insiste sur le fait de voyager hors période de pointe pour vraiment profiter des meilleurs tarifs et d'une ambiance plus détendue sur place puisque sinon, c'est vrai que c'est une région qui attire beaucoup de voyageurs et puis Alexandra pour les Antilles, confirme également la même chose, mais je pense que tous nos experts sont d'accord sur ce point. Et puis pour optimiser son budget, il y a pas de secret. C'est, d'anticiper aussi ses réservations parce que les hébergements, bah, plus ils seront de bonne qualité et avec un tarif, intéressant, plus ils vont partir vite puisqu'ils seront mieux notés, notamment sur Booking et les autres plateformes. Et puis pareil, les transports, bah, vous connaissez, hein, c'est le yield management donc ça a plutôt tendance à augmenter au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date. Donc vraiment anticiper pour avoir de meilleurs prix, quitte à prendre des options qui sont annulables. Comme ça, si nos plans changent et cetera et bien, au moins, on a sécurisé quelque chose de pas cher et après on peut rester flexible. Mais le but, c'est l'anticipation et la clé quand même. Carrément. Donc, je résume tout ce que j'ai retenu. On s'y prend à l'avance, on s'organise un maximum pour réserver l'hébergement et les transports. On voyage hors saison. On pense aux passes globaux en se renseignant bien en fonction de la destination. Et puis, on s'éloigne des zones très, très touristiques, notamment pour manger, éventuellement pour se loger aussi. Et puis, pour rapporter des souvenirs, on va à la brocante du coin, ce à quoi je n'avais jamais pensé et c'est une idée absolument géniale. En fait, tu vas faire toutes les brocantes de Cadiz. Vraiment, dans la valise, il y a pas beaucoup de place, mais ouais et très bonne idée donc à retenir, carrément. Et puis, peut-être une fois qu'on est sur place, on a tout préparé, on s'est organisé donc en avance, on a réservé et maintenant on voudrait, découvrir la ville, mais il y a parfois des incontournables qui sont souvent un peu saturés. Qu'est-ce que tu conseilles pour les découvrir de la meilleure manière possible? C'est à nouveau très variable selon destination. Chaque site, chaque jour, chaque saison, chaque personne est différente et du coup est unique. Donc on va tous avoir des besoins différents. Mais c'est pas un hasard s'il y a souvent des voyageurs qui se lèvent très tôt pour assister à quelque chose, au lever du soleil. Aussi quand on y va tôt, il y a moins de monde et cetera et c'est là que la magie opère. Patricia rappelle, hein, en introduction qu'il y a pas de recette universelle. C'est vraiment un moment idéal, propre à chacun et propre à chaque lieu. On a quelques tips à vous donner quand même pour, les destinations, que je vais citer ici. Déjà les horaires, c'est l'arme secrète, selon beaucoup, beaucoup d'experts. Se lever tôt, visiter au crépuscule ou, pendant les heures creuses, ça peut tout changer. À Kyoto, Anaïs, partage de son expérience du célèbre Fushimi Inari, qui est souvent saturé de touristes et pour elle, le mieux, c'est d'aller au petit matin ou le soir, quand les lanternes s'allument et que le lieu se transforme en un monde un peu mystérieux, presque sacré et qu'on y vit une expérience complètement différente. À Florence et à Venise, Jérémy, lui, il adore raconter ses matinées où il se balade en silence alors que toute la ville est encore en train de dormir et qui commence à regarder, à voir les gens qui se réveillent.
et qui commencent à ouvrir leurs fenêtres, à prendre leur petit déjeuner, à commencer à faire leur café et cetera. C'est là qu'ils croisent les habitants qui vont au travail et cetera et il a une approche hyper intime avec les locaux et ça change tout. D'une manière très pratique, donc lui, Dominique, c'est notre expert en Indonésie. Il est aussi reporter d'images, il est journaliste et il explique que la lumière du matin, ça offre vraiment, en Indonésie en particulier, des clichés magnifiques. Mais selon les besoins, il faut aussi s'adapter à l'horaire. Par exemple, à Komodo, là où on trouve les dragons et bah, finalement, c'est souvent l'après-midi quand la foule s'est un peu dispersée et bah, c'est à ce moment-là qu'on peut regarder plus paisiblement, ces dragons. Donc voilà, ça peut être aussi en journée selon les sites. Et puis à Londres, et ben, mieux vaut aller à 10 heures place Saint-James pour assister à la relève de la garde qui s'apprête à partir vers Buckingham Palace. Puisque, alors, en fait, à partir de 10h30 du matin à Buckingham, il y a foule, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde et on ne vit pas une expérience authentique. Alors qu'elle recommande d'aller un petit peu plus tôt, il faut marcher un petit peu pour aller place Saint-James et en fait, là, on voit la garde se préparer et commencer à marcher vers Buckingham et du coup, on assiste d'une manière, beaucoup plus intime et de manière beaucoup plus proche à cette relève de la garde. Elle conseille même avant, si on a envie, elle a une petite adresse de brunch pour aller, prendre son petit déj, de manière très sympa et passer une super matinée dans cet esprit-là. Donc y c'est plein de petits conseils comme ça, un peu cachés, mais qui font toute la différence. Et sinon, donc nos experts, nos plans experts disent de changer de perspective en s'éloignant vraiment des sentiers battus, en observant autrement et puis, vraiment découvrir l'inattendu. Donc aux Antilles, Alexandra, elle suggère d'arriver par la mer pour voir des sites sous un autre angle ou encore de dormir sur un bateau ou un écolodge flottant pour vraiment, vivre la mer d'une autre manière. Voilà, c'est vraiment pour vivre une expérience rare avec le bruit des vagues et cetera et on déconnecte, vraiment du reste du voyage et du lieu. Axel, elle alors je crois que je l'ai cité un peu plus tôt, Axel parle de la magie du Wadi Rum en Jordanie. Elle, ce qu'elle recommande, c'est de dormir à la Belle Étoile dans un camp bédouin où ça va être, authentique. Elle recommande vraiment une expérience la plus simple possible, mais vraiment c'est celle-ci qui sera la plus authentique et même si, voilà, c'est pas le grand luxe et bah, finalement c'est avec ce souvenir gravé, dans notre mémoire qu'on reviendra et on se souviendra pour toujours de cette nuit, dans le désert. Donc très, 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 très chouette. Et puis à La Réunion, Alicia, elle invite de délaisser les sites ultra fréquentés. Surtout, en semaine, le matin, pour partir plutôt à la découverte des pépites qui sont juste à côté et en fait, c'est des lieux très chouettes, mais il y a un lieu tellement plus connu à côté que tout le monde délaisse ses petites pépites et elle, bah, plutôt que de voir le gros site que tout le monde va voir, elle recommande plutôt de regarder les petites pépites à côté. Il y aura moins de monde, ce sera beaucoup plus sympa et on va quand même rencontrer, l'âme de l'île et même de manière décuplée donc voilà, ça c'est son conseil à elle. Voilà. Et puis enfin, il y a des conseils qui concernent la culture et le fait de s'immerger dans la culture locale. Toujours aux Antilles, donc Alexandra, elle recommande de rencontrer les conteurs locaux qui vont offrir des visites plus riches et qui vont raconter des histoires et des anecdotes, loin des circuits classiques. On va notamment apprendre, bah, voilà, tout le passé, des Antilles et puis toute leur histoire qui est extrêmement intéressante. En Argentine, Rémi, lui, il insiste sur le fait de demander aux locaux parce que c'est à partir du moment où, une expérience est rendue publique, que, bah, finalement, c'est déjà trop tard. Si c'est déjà sur internet, sur les réseaux et cetera, c'est plus vraiment un secret. Mais les locaux ont encore plein de secrets à dévoiler, donc il faut oser taper, toquer à la porte. Non, mais demander aux gens qu'on croise. Le mieux pour ça, c'est de parler un petit peu la langue locale, d'apprendre un petit peu quelques mots, et puis d'échanger avec les locaux pour leur demander leurs conseils. Et ça marche. Moi, j'ai vécu en Nouvelle-Zélande où je suis allée voir les grottes où on voit les glowworms là, les vers luisants et c'est les locaux qui nous ont carrément emmenés jusque dans la grotte, sinon on n'aurait jamais réussi à le trouver toute seule. Et puis à Paris, parce on peut aussi vivre de supers expériences de voyage à Paris, c'est trop bien. Mélanie, notre pleine experte de Paris, propose de visiter certains quartiers plutôt la nuit. Parce que les monuments sont illuminés, la ville, révèle un tout autre visage que ce qu'on peut voir, la journée avec plein de monde. Le soir, quand les gens sont au restaurant, bah, qu'on aille, se balader, voir, vraiment la ville sous un autre angle, ce sera plus calme, plus poétique et scintillant. Donc ça, c'est un autre conseil, plus local qu'on pourra tous mettre en exécution, peut-être plus rapidement.
Ouais, trop chouette. Encore une fois, je te rejoins, beaucoup sur plein de trucs, sur les horaires, tu vois, tu parlais de tôt le matin. Ben, moi, je suis Mmh. photographe aussi, donc forcément, j'adore aller voir le lever de soleil, mais ça peut être, là, je suis à Cadix en ce moment, donc en Espagne et ici, c'est l'heure de la sieste qui est très, très Mmh. calme et donc c'est hyper agréable d'aller se balader dans les rues à ce moment-là parce qu'en fait, tous les gens sont tous chez eux et tout. Donc ouais, je rejoins carrément ça et tu parlais de trouver aussi d'autres, lieux hors des sentiers battus, donc à La Réunion notamment. Pour ça, comment on fait en fait? Tu as parlé un peu des locaux et cetera, mais est-ce que tu aurais des petits tips, peut-être des exemples, des plans experts? Alors j'ai quelques exemples en effet, alors tous m'ont dit que le secret, c'était vraiment de demander aux locaux sur place. On peut demander aux locaux en faisant appel à Plan Explora puisque nous sommes là pour partager nos secrets également. Mais quand on est sur place, il faut vraiment oser parler aux gens, leur demander et en fait, on avec un beau sourire et puis une bonne dynamique, les gens seront ravis de nous partager leurs petits secrets et de contribuer à nous faire vivre, un super voyage. Donc on j'ai quelques exemples comme ça que je peux vous partager. En Serbie, on a notre experte, Andielka qui conseille d'aller au marché, elle, pour, chercher son café, aller à la boulangerie locale et cetera et demander au serveur justement les petits secrets pour vous visiter les petits endroits, méconnus de la ville ou de la région pour vraiment avoir, tout ce qui est, un peu en dehors des sentiers battus. Et puis en Argentine, Rémi, il nous parle de ses petits trésors. Lui, ce qu'il adore, c'est notamment une randonnée côtière à Ushuaia pour observer les baleines ou un vendeur d'empanadas qui est caché dans un petit quartier populaire de Buenos Aires. C'est loin des circuits touristiques, mais finalement, on peut vivre une expérience tellement plus, authentique. Ça, il y a pas de secret, il faut fouiner, il faut demander et les gens partageront leurs petites adresses comme ça. Sinon, c'est d'explorer des paysages et des traditions un peu oubliées. Sortir vraiment des itinéraires classiques, ça peut permettre de plonger dans un univers, complètement différent avec, d'autres histoires, d'autres saveurs et un peu loin des clichés. Par exemple, Alicia au Mascareigne, elle invite, à explorer le passé géologique des îles au pied du Roi de Rhin, et de participer à des ateliers culinaires créoles avec des chefs locaux et de s'aventurer pardon, sur des sentiers un peu moins fréquentés. Ça permet vraiment de découvrir une autre facette de l'île que tout le monde ne va pas forcément voir et c'est vrai que revenir avec des souvenirs, gastronomiques en bouche, sincèrement ça refait tout le voyage. Donc je la rejoins complètement là-dessus. En Italie, Nadine, à nouveau, on va parler gastronomie. Au-delà des clichés de la pizza, des pâtes et cetera, elle recommande à nouveau d'aller dans les fêtes traditionnelles pour goûter plein de choses, pour découvrir les traditions, qui sont encore vivantes et cetera. Et puis dans les Charentes, Laurette nous raconte des expériences insolites, comme la dégustation sensorielle en pleine conscience ou la rencontre avec un peintre baroque qu'on peut organiser là-bas, sur place, pour vivre des moments uniques et puis, et revenir avec des souvenirs, de dingue quoi. Des choses qu'on n'aurait pas fait ailleurs. Donc ça, c'est un autre conseil et puis sinon, c'est de prendre le temps pour découvrir l'insolite et le charme des lieux. Loin vraiment de la frénésie touristique, le but c'est de ralentir le rythme, d'observer et de profiter de chaque instant. Au Japon, Aurore, elle a marché sur la Nakasendo, une ancienne route de 500 ans qui relie Tokyo à Kyoto avec des villages, relais qui sont un peu figés dans le temps et qui offrent la possibilité de dormir dans des petites auberges qui sont vraiment datées d'un autre siècle. Donc ça, c'est des petites choses auxquelles on ne pense pas forcément. En Australie, Claire, elle conseille de se concentrer sur donc quelques régions et de passer des nuits dans l'arrière-pays. Voilà, plutôt que de rester sur la côte est, eh ben, il suffit de rentrer un petit peu plus à l'intérieur des terres et là, on va pouvoir, commencer à découvrir, des fois un petit peu d'outback et cetera ou en tout cas des petits villages qui sont beaucoup moins prisés des touristes, mais tellement plus authentiques finalement. Et puis à Paris, elle, Mélanie, eh ben, elle adore les friches industrielles qui sont réhabilitées en espaces culturels, en restaurants, en tiers-lieux et cetera et ça, je pense que c'est un exemple qu'on peut retrouver de plus en plus à travers le monde. C'est ces endroits, ces friches industrielles qui sont, réhabilitées et qui permettent de mettre en exergue la culture contemporaine du site, de la région, du pays. À titre perso, moi j'adore tous ces trucs-là, où on rencontre, bah, voilà, un peu la jeunesse du pays aussi, donc c'est chouette. Trop bien et bah, écoute, merci pour tous les bons plans encore une fois partagés. Peut-être, tu parlais, de la jeunesse et de la culture aussi plus globalement, pour apprendre à la connaître, s'y adapter et à mieux s'y intégrer, parce que c'est indispensable, hein, pour avoir un voyage, qui soit respectueux et immersif, Mmh. d'éviter les faux pas. Comment est-ce qu'on s'y prend pour savoir un peu tout ça?
Eh bien, s'immerger dans la culture locale, ça passe par des gestes simples comme, juste, entrer dans la vie des habitants, aller au marché, aller chercher un café, aller à la boulangerie, engager, comme je le disais, la conversation avec les habitants. Le but, c'est d'être curieux, d'ouvrir la porte à des découvertes, auxquelles on n'aurait pas eu accès si on était resté dans le moule habituel, des voyageurs. Le but, c'est vraiment de se plonger dans cette destination qui nous accueille. Peut donner alors, en Serbie, notre experte, Andielka nous dit, d'apprendre quelques mots de la langue, poser des questions, de partager un moment. Elle, ce qu'elle dit, c'est que si on montre qu'on a envie de, parler 2-3 mots, en fait, tout simplement et tout naturellement, les locaux vont nous offrir un petit encas à la fin du repas, un petit café ou un petit verre de rakia. En effet, ils seront tellement contents qu'on ait, fait l'effort de, lancer la conversation et d'essayer de créer du lien. Alexandra, aux Antilles, elle recommande de découvrir la culture et l'histoire autour de l'esclavage et des premiers habitants pour vraiment mieux comprendre le passé des Antilles et puis de participer aussi à des ateliers culinaires, à des concerts de musique locale, etc. pour vraiment avoir un prisme à 360 degrés de la culture et de sa richesse pour mieux comprendre et puis en revenir beaucoup plus enrichi. Sinon, ce que les experts nous disent, c'est d'être respectueux des traditions, des règles et de l'environnement sur place. Parce qu'au-delà de la culture, il y a aussi, respecter les codes, les coutumes, puis la nature, bien sûr, de ce lieu qui nous accueille. Donc, c'est extrêmement important. Au Japon, Aurore et Anaïs, toutes les 2 nous ont rappelé qu'il fallait, rester silencieux dans les transports en commun, extrêmement important. Il ne faut pas manger en marchant et puis il faut aussi apprendre à manger avec des baguettes et surtout éviter de les planter dans le bol puisque ça, c'est un signe de rituel funéraire. Donc attention à ce qu'on fait de ces baguettes. Au Mascareignes, donc Alicia, elle insiste sur le respect des temples tamouls, par exemple, et ça, il y a eu d'autres experts qui ont cité cet exemple. Il faut bien se couvrir les épaules et les jambes. Et elle souligne aussi que pour les temples tamouls, certains lieux demandent même de faire un jeûne sans viande pendant 3 jours avant la visite. Donc, ça demande de la préparation. Enfin bon, il faut savoir où on met les pieds pour respecter au mieux les traditions locales. Et en Australie, Claire évoque l'importance de respecter certains sites aborigènes sur lesquels il est interdit d'aller, comme Uluru ou Mont Warning. C'est très important de respecter la culture des peuples du pays. Sinon, c'est s'adapter aux coutumes locales et il y en a eu, certaines cocasses auxquelles je ne dont je n'avais pas connaissance et j'ai appris des choses moi-même, grâce aux commentaires des experts. Par exemple, au Brésil, Thomas nous a dit qu'il ne faut surtout pas se moucher en public parce que c'est considéré comme sale et mieux vaut renifler plutôt que de dégainer son mouchoir. Voilà, je m'y attendais pas. Et puis au Kirghizistan, Nazira, elle nous rappelle que aussi se moucher à table, c'est pas très bien vu, tout comme, mettre les pieds sur la table et cetera. En Angleterre, lui, Damien, il nous recommande de ne pas lésiner sur le sorry, désolée, j'ai dégainé mon accent français et de dire merci aussi sur la route parce que tout le monde se remercie tout le temps en Angleterre quand on traverse la route et cetera et si on veut vraiment, se fondre dans la masse des Anglais, il faut être poli donc extrêmement important. Tout le monde ne pratique pas, au quotidien en France. Et puis Jérémy en Italie, déconseille fermement de demander du parmesan et encore moins du gruyère sur les pâtes aux fruits de mer parce que même si lui il adore, c'est plutôt mal vu. Donc on évite le parmesan sur les pâtes aux fruits de mer en Italie. Voilà. Mais il y a plein de petites choses comme ça aussi en Italie, on parle beaucoup avec les mains. Il y a beaucoup de gestes, mais certains peuvent être offensants. Donc avant de répéter et de mimer ce que font les gens, il faut quand même avoir conscience de ce qu'on est en train de faire et de la signification derrière chaque chose. Ah, c'est un truc de ouf, j'ai appris plein de trucs encore une fois. Alors l'Italie, je savais pas le coup des pâtes, des pâtes, où il fallait pas de mettre de parmesan. Par contre, j'ai entendu dire qu'on pouvait pas demander un cappuccino après 10-11 heures du matin, quelque chose comme ça. Je crois qu'il y a des horaires comme ça, oui, oui. Il y a des horaires sur le café, ils rigolent pas en fonction des types de café aussi, c'est Ah non! faut être bien renseigné. Ah, c'est très codé l'Italie. Ah ouais, ouais. Est-ce que, peut-être pour la fin, si tu devais donner 3 conseils, qui sont essentiels pour quelqu'un qui prépare son premier départ en solo, ce serait quoi? Alors, le premier, je pense que ce serait de préparer son voyage à l'avance, quand même, pour économiser, se rassurer et cetera, tout en gardant de la souplesse. Un minimum, à mon sens, hein, et au sens de tous les plein experts, c'est qu'un minimum d'anticipation, c'est vraiment essentiel pour voyager tranquille, pas se stresser et cetera. Mieux vaut réserver ses premiers hébergements, réfléchir à un itinéraire qui soit réaliste, parce que si on débarque dans le pays et que finalement on envisage de faire plein de choses et que c'est pas réalisable,
on va perdre ses premières journées de voyage à essayer de réorganiser son itinéraire plutôt que de profiter pleinement. Donc, un itinéraire réaliste, ça reste indispensable. S'informer sur la culture pour vraiment ne pas faire d'impair et puis se s'immerger au mieux sur place. Anticiper la monnaie, les saisons et cetera, parce qu'on peut vraiment être déçu, hein, si on va quelque part et puis finalement c'est pas du tout la saison pour faire ce qu'on avait envie de faire, ça peut être très décevant. Donc ça évite les mauvaises surprises, mais notre conseil, c'est aussi qu'il ne faut pas chercher à tout contrôler. Parce que, voyager solo, c'est aussi laisser de la place à l'imprévu, aux rencontres, aux détours et c'est aussi les petits détours, les petites choses inattendues qui font, le charme du voyage, qui peuvent même le rendre, inoubliable. Donc s'informer et s'intéresser et anticiper un minimum pour vraiment savoir où on met les pieds et puis ne pas gâcher son séjour sur place parce que ce serait dommage de passer à côté de choses qui nous auraient vraiment plu et à l'inverse de faire des choses qui nous déplaisent. Mais la beauté du voyage, c'est l'aventure et c'est la magie des rencontres et des découvertes. Donc il faut quand même laisser quand même beaucoup de place, je pense, à la flexibilité et aux imprévus. Sinon, bah, l'idée, c'est d'alléger son sac et ses attentes. Parce que partir seul, c'est aussi une invitation à voyager léger, autant dans ses bagages que dans son programme. Mieux vaut en faire moins, mais le faire mieux, de manière plus approfondie. Nous, on recommande vraiment de prendre son temps, d'écouter ses envies du moment. Si on se lève ce matin et qu'on a envie plutôt de faire ça plutôt que ce qu'on avait prévu, bah, c'est peut-être chouette en fait. Et ça peut ouvrir la porte à plein d'autres aventures auxquelles on n'avait pas pensé. Ce qu'on recommande tous, c'est de ne pas courir après les incontournables. Mieux vaut voir une jolie petite pépite à côté et puis, vivre une expérience, tellement plus différente en fait et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Donc ça, c'est indispensable. Nous, on prône vraiment le slow travel, le profiter, le s'émerveiller, en faire moins mais tellement mieux. Donc ça, c'est hyper important et côté matériel, nous, on recommande de privilégier quand même le confort, tout en restant dans la simplicité, d'éviter de s'encombrer d'objets de valeur ou de superflus qui, bah, qui risqueraient d'être plutôt désagréables sur place que de nous servir à grand chose. Et puis enfin, un point clé, c'est vraiment de s'ouvrir à la culture et aux autres, que ce soit les autres voyageurs ou les locaux, parce qu'un premier voyage en solo, ça devient inoubliable quand on s'autorise à aller vers les autres. C'est là qu'on fait les plus belles rencontres, ça passe par des petits gestes. Apprendre quelques mots de la langue, comme je vous le disais, dormir dans une auberge de jeunesse ou chez l'habitant, s'inscrire à une activité de groupe aussi, c'est ce que les experts recommandent. Ça permet d'aller à la rencontre de l'autre, de découvrir, voilà, de croiser d'autres chemins et d'autres aventures et puis peut-être que les on peut faire un petit bout de chemin justement ensemble, ou rencontrer quelqu'un et juste dire: «Tiens, si on se prenait un café?» et puis après chacun retourne, sur son chemin et ça reste juste une belle rencontre. C'est vraiment cette curiosité bienveillante, en fait, qui permet de tisser des liens, de mieux comprendre la culture du pays, de s'enrichir d'autres cultures du monde entier et puis, de vivre des moments uniques et voilà, qu'on n'oubliera jamais. Ça, c'est nos 3 recommandations, je pense. Ouais, écoute, merci beaucoup pour, ces conseils précieux avec lesquels je suis totalement en phase. Encore une fois, je pense que l'avantage, qu'on a quand on est nomade et c'est le cas de beaucoup d'auditeurs, auditrices, c'est pour ça que je le précise, Mmh. c'est qu'on peut effectivement aller plus loin dans le fait de s'ouvrir à la culture locale, de faire des rencontres, de prendre de l'habitude, d'avoir une routine dans le lieu dans lequel on va, de vraiment s'en imprégner. Des voyageurs hors saison, on peut aller encore plus loin parce qu'on a la liberté géographique, totale, de se dire, où je vais, quand je vais, ben, c'est moi qui fais ma sauce, en fait. Donc ça, je trouve ça intéressant dans le sens où le mode de vie nomade, ça devient un outil pour voyager de manière plus authentique et Mmh mh. plus responsable, aussi et donc ça rejoint parfaitement ce que tu dis et qui fait qu'on est très, très en phase. Donc Plan Explora peut aider sur tous les points, que tu as, très bien exprimés là et on l'a bien vu avec tous les exemples hyper riches que tu as donnés, de la part, des experts et des expertes. Donc merci à eux encore une fois. Ça a Avec vraiment rendu cet épisode hyper vivant. On a voyagé partout et c'était plaisir. vraiment trop bien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Plan Explora, si on veut suivre un petit peu ce que vous faites? Alors nous, on a notre site internet planexplora.com. On est aussi sur les réseaux, sur Instagram notamment, vous pouvez, suivre nos aventures, et découvrir tous les experts qui forment cette équipe et qui sont hyper passionnés et qui adorent partager leurs conseils sur leur destination et c'est vraiment ils sont tous fans de leur destination donc ils sont ravis de partager tout ça. Trop cool. Bah, je mettrai évidemment les liens en description comme d'habitude et puis j'ajouterai aussi les liens de toutes les ressources que tu as mentionnées dans l'épisode parce qu'il y en a beaucoup. En tout cas, merci à toi, Pauline et puis, j'espère qu'on se recroisera, très bientôt.
Merci Chloé. Bah, dès que tu es de passage en Bretagne, tu nous fais signe. Avec grand plaisir. Vous l'avez entendu tout au long de l'épisode, Pauline a fait un énorme travail pour recueillir les conseils de plein d'experts sur plein de pays différents. Et on s'est dit que ça serait chouette de partager la voix de l'un ou d'une d'entre eux. Alors, j'ai échangé avec Axel, qui est française et qui vit en Jordanie, dans le désert, et qui nous présente sa mission en tant qu'experte locale pour Plan Explora. Donc moi, je suis experte, de la Jordanie puisque je vis, dans le désert du Wadi Rum depuis, maintenant un peu plus de 2 ans et j'ai à cœur de pouvoir, partager un maximum de choses sur ce beau pays qu'est la Jordanie pour que les personnes puissent découvrir une multitude de paysages, une culture différente et tout plein d'autres choses. Les voyageurs quand, ils arrivent, jusqu'à moi, c'est, qu'ils ont une problématique, ils ont besoin d'y voir un peu plus clair dans leur préparation et dans leur organisation de séjour. Parce que concrètement, qu'on soit clair entre nous, l'organisation, c'est toujours le nerf de la guerre, et ça prend toujours énormément de temps et donc lors du rendez-vous qu'ils ont, ce rendez-vous, conseil, ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils ont en tête, que ce soit sur la sécurité, leur itinéraire, le budget, quels vêtements porter en tant que femme, en tant qu'homme, les transports, la culture locale, des bonnes adresses. Bref, c'est assez ouvert. Le but, c'est de pouvoir leur apporter des réponses concrètes, des conseils pratiques et locaux, en apportant aussi, ma connaissance, du pays et qu'ils puissent repartir avec, un espèce de petit plan d'action, un éclairci au milieu de cette organisation-là, être beaucoup plus serein sur, leur voyage et ensuite de, juste profiter, faire leurs valises et venir en Jordanie. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier-là, dans l'échange avec les voyageurs? Eh bien, je crois que, c'est, de pouvoir voir, des étoiles dans leurs yeux. Parce que certains, j'ai la chance de pouvoir les rencontrer dans le désert quand ils arrivent, jusque dans le sud du pays, de pouvoir échanger avec eux autour d'un thé sur, ce qu'ils ont, aimé en Jordanie, leurs petites anecdotes de voyage et si jamais j'ai pas l'occasion de les rencontrer, je fais toujours un petit point au téléphone ou en visio parce que, je pense que c'est le meilleur moyen de voir, s'animer et prendre vie un voyage et une rencontre avec un pays parce que je pense que quand on voyage, on rencontre un pays. Est-ce que tu aurais un exemple d'une mission que tu as eue et que tu as adoré construire ou bien d'un itinéraire, et pourquoi est-ce que tu l'as particulièrement aimé? Je pense à un groupe de copines, qui, du coup, avaient, envie, pour une fois, de prendre du temps pour elles, en tant que femmes, en tant que mamans, à faire un gros break, dans leur vie professionnelle et elles avaient qu'une envie, c'était de découvrir, la Jordanie, mais c'est pas découvrir les incontournables de la Jordanie, c'était vraiment découvrir la Jordanie par le biais de ses habitants et de passer le plus de temps, avec des locaux et donc je les ai accompagnées sur, comment optimiser leur itinéraire, avoir des étapes hors sentiers battus qu'on trouve pas forcément sur, internet, sur les blogs et cetera. Leur donner des contacts pour pouvoir dormir chez l'habitant pour qu'en fait, elles puissent vraiment faire, le saut dans le grand bain, de la culture, jordanienne et ce type de projet, c'est des choses que j'adore, faire parce que, ça me fait vibrer, hein, concrètement de pouvoir faire découvrir, cette Jordanie-là. Mais aussi, je suis toujours extrêmement touchée d'avoir des voyageurs qui ont envie de rencontrer l'autre avec, un grand A, et qui ont envie de mettre la main à la pâte, d'échanger, même si la langue elle est différente, d'être, juste dans la rencontre humaine et ce projet-là en particulier m'a vraiment animée. Bah, écoute, ça s'entend. Tu as effectivement du soleil dans ta voix et ça fait plaisir à entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais ajouter et partager, sur ton métier et plus particulièrement ta mission avec Plan Explora? Je dirais faites confiance à Plan Explora, pour la Jordanie évidemment, mais aussi pour toutes les autres destinations parce que c'est, aujourd'hui une manière de pouvoir, voyager par soi-même en ayant des conseils experts de personnes qui connaissent parfaitement leur destination et sur le bout des doigts, à moindre coût aussi parce qu'on est aussi dans une vie et une société où on est obligé aussi de faire attention à notre budget, donc c'est peut-être une révolution du voyage. Bah, écoute, merci beaucoup Axel pour ton partage et ton temps, avec moi aujourd'hui. J'espère te retrouver bientôt sur les réseaux et suivre l'avancée de tes projets et puis peut-être un jour, en Jordanie, dans le désert. Inch'Allah, comme on dit ici. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a donné des clés concrètes pour vous poser les bonnes questions quand vous préparez une expérience à l'étranger
et pour construire des voyages plus alignés avec vos envies, votre budget, vos valeurs et vivre des expériences qui vous ressemblent. Et si vous voulez alléger la charge mentale de l'organisation de vos voyages en réservant une visio avec Plan Explora, eh ben, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous trouverez en description un code promo qui vous donne une réduction sur votre visio avec un expert local. Et j'ai mis en description aussi le lien pour réserver directement. Et comme toujours, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer, suivre Nomadness sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn notamment, lui laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, commenter l'épisode ou le partager autour de vous. C'est tout ça qui m'aide à faire connaître le média de plus en plus et à gagner en visibilité. Allez, on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode.